Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle rencontre au FBDM. Mon nom est Jean-Michel Berthiaume. Ça me fait un immense plaisir d'être ici aujourd'hui en compagnie de Louis Rémillard, qui, comme j'en parlais il y a quelques instants, est un des grands témoins historiques, on peut s'entendre sur ça, de la bande dessinée québécoise. Quelqu'un qui a vu énormément, qui a expérimenté beaucoup artistiquement et qui nous offre actuellement des livres vraiment, je vais probablement répéter ce mot-là très souvent, je trouve que c'est des livres qui sont importants, surtout par rapport à notre époque et aussi comme complément d'information pour nous. C'est important d'être informé par rapport à ça. Donc, on va commencer la table ronde. D'abord, la table ronde, pardonnez-moi. On va commencer la discussion. D'abord et avant tout, je voudrais remercier le commanditaire, parce que c'est avec la participation de la boîte de diffusion, qui est la BD d'ici et d'ailleurs à son meilleur, pour tous et toutes et tous les goûts et tous les âges, que nous pouvons nous rencontrer aujourd'hui. Donc, je vais commencer en disant bonjour, M. Rémillard. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, oui. Merci pour le petit monsieur en canot derrière. Ça va être Oui, bien. oui, ça, c'est mon oncle qui a gossé ça. Ah oui! Ouais, Ah, ouais. il est parfait, il est extrêmement inspirant. On va le laisser là, puis on va se focusser sur lui. En fait, je mentionnais ça hier, je disais qu'on a tendance à très bien connaître les carrières des artistes, mais très peu de leur vie. Fait que je voudrais commencer en vous posant la question un peu, vous êtes né où? Je suis né dans la région de Québec, à Québec. Maintenant, Québec, là, à l'époque, c'était Sainte-Foy, là, c'est une banlieue de Québec. OK. Et est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à Sainte-Foy et la banlieue de Québec qui a été important dans votre éveil à la bande dessinée ou qui a été important dans votre cheminement dans la bande dessinée? Euh, c'est pas vraiment d'un point de vue géographique, c'est surtout point de vue d'intérêt. J'ai toujours dessiné, en fait, depuis l'âge de 4 ans. Là. De toute façon, tous les enfants dessinent un peu, là. Et à un moment donné, j'étais dans la salle d'attente d'un dentiste. Puis sur la table, il y avait des revues. Là, puis il y avait une bande dessinée. Puis je m'intéressais au dessin, tout ça. Puis là, je regarde la bande dessinée, puis c'était vraiment pas bon, là. Fait que j'ai dit, s'il y a du monde qui peut publier des trucs aussi moches que ça, je vais m'essayer, là. En espérant faire mieux. Mhm. Et j'ai commencé à faire de la bande dessinée après ça, là, à 13 ans. À 13 ans, j'ai commencé à faire de la bande dessinée. Alors, au début, je faisais juste des bonhommes, une tête puis deux jambes, mais là, ça. Et quand j'ai commencé la bande dessinée, la première, j'ai dit, je fais la première case, ça va super bien. Mais là, il faut que je fasse la deuxième case avec le même personnage. Puis il faut que je le fasse deux fois pareil. Oh, les difficultés ont commencé. Ça n'a jamais arrêté depuis ce temps-là, les difficultés. Là. Il y a toujours un nouveau défi qui vient se rajouter. Il y a toujours, il n'y a jamais rien d'acquis. Ben vous voyez, ça, c'est fantastique. En quoi est-ce que les années et la sagesse peuvent nous faire déballer des trucs? Parce que, comme je le mentionnais, en fait, vous avez un parcours dans l'histoire de la bande dessinée qui date du début des années 70. Oui, ça ne me rajeunit pas. J'étais une espèce de fossile, une espèce de curiosité archéologique. Non, non, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Non, parce que pour moi, surtout si on prend l'expression de Georges Raby, vous êtes une des premières fleurs du printemps de la bande dessinée. Oui. C'est l'expression qui a été reprise par Sylvain Lemay, puis toute cette idée-là qu'il y a eu un grand printemps qui a annoncé l'été, si on peut dire. Bien, évidemment, c'est ça le cycle des saisons. Mais il y a quand même plusieurs renouvellements en bande dessinée québécoise. Et vous faites partie de la première. Oui, en fait, moi, je lisais beaucoup de bandes dessinées, puis là, tout ça, tout venait de l'Europe. Et un jour, je ne sais pas comment j'ai pris connaissance de ça, mais j'apprends qu'il y a une revue de bande dessinée québécoise au Québec qui s'appelait la revue BD. Ah ouais. Alors, BD, ça a été une des premières revues de bande dessinée là, qui s'est faite. Godbout était déjà là-dedans.
Puis là, je me suis abonné, évidemment. Puis après ça, ben, il est venu le festival de bande dessinée à l'Université de Montréal, où j'ai participé à la première édition. C'était un appel à tous. Fait que ça, c'était en 76. Alors là, moi, j'avais déjà commencé en 73. J'ai fait le premier fanzine qui n'a jamais été publié à Québec. Alors là, c'est un ami on se rencontre en centre d'achat. Il dit, je veux faire une espèce de livre, une revue avec des poèmes, puis des textes, puis des bandes dessinées. Puis là, ben, ça te tente de participer. Ça fait que ça n'a pas été long, c'est devenu juste un fanzine de bandes dessinées. Là. Puis on a commencé à recruter des dessinateurs. Alors, dont, par exemple, André-Philippe Côté, qui caricaturait. Moi, c'est moi qui l'ai publié en premier. Là. Lui, il a fait une grande carrière. Puis moi, ben, je suis resté dans l'ombre tout ce temps-là, mais on allait à l'école ensemble. Puis bon, j'ai publié de ses bandes, puis il y a plein d'autres auteurs qui sont plus ou moins connus aujourd'hui ou pas du tout. Là. Alors, on parcourait la ville de Québec à la recherche d'auteurs de bandes dessinées. On en recevait par la poste, puis on publiait un collectif. C'est très amateur comme revue, mais c'est quand même le premier fanzine qui a été publié à Québec, qui s'appelait Patrimoine. Mais ben, en fait, en 1974, il y a Plouf aussi qui a été publié avec Mario Malouin et Gaboury. Oui. C'était nos premiers concurrents, nos premiers compétiteurs. Mais on a publié, on a été le premier, on a publié une année d'avant. De 73 à 74, en fait, ça n'a pas duré longtemps. Puis après ça, il y a eu Plouf. Puis là, ben, il y a eu d'autres trucs après. OK. Est-ce que vous voulez nous en parler des autres trucs? Ben, après ça, il y a eu d'autres fanzines comme Bambou. Bambou qui a publié, ben ça, c'est plus dans les années 80. Puis ensuite de ça, ben, il y a eu le début des associations. Donc, il y a eu la SCABD à Québec. Donc, il y a eu des publications Zeppelin, tout ça, avec des expositions. Mais ça, c'était plus dans les années 80. Ça, la SCABD a commencé en 85 suite à une exposition à la bibliothèque de Sainte-Foy qui regroupait plein d'auteurs, des jeunes auteurs dont je faisais partie. En fait, moi, dans le début des années 80, j'étais tout le temps rendu au Mexique, mais je suis arrivé, puis bon, l'exposition, moi, j'avais déjà des publications, puis le Stéphane Delapré qui faisait Bambou avait fourni des planches. Fait que moi, je suis arrivé comme du Mexique le soir du vernissage, genre. Tout était déjà installé, mais ça a pris naissance. Suite à cette exposition-là, la SCABD a pris naissance, puis il y a eu des regroupements, là, la CBD à Montréal, puis début des années 80, c'était l'ère des regroupements de BDistes pour essayer de sortir du trou. Alors, ça a commencé comme ça. Puis, suite de ça, ben, après ça, ben, moi, j'ai publié mes propres trucs parce que je n'arrivais pas à trouver un éditeur pour publier mes affaires. Fait que j'ai fait beaucoup d'autopublications. Puis là, ben, je me suis associé avec mon cousin qui faisait des scénarios, avec Rocky Roland, Général Tidéchet, tout ça. Puis ça, ben, c'était pré-publié dans Bambou à l'époque. Puis après ça, ben là, Yves Millet a décidé de publier Rocky Roland. C'était mon premier éditeur. Le lancement s'est fait le soir à Montréal, le soir du massacre de la Polytechnique. Un de mes amis qui était venu au vernissage m'annonce le massacre, mais j'étais un peu occupé, mais c'était le même soir. Fait que, après ça, il y a eu un petit lancement à Québec. On a fait, dans le Rocky Roland, il y avait le Général Tidéchet, que je trouvais que c'était un personnage qui avait du potentiel intéressant. Alors, là, on a décidé de faire le Général Tidéchet, quelques albums. Puis ça s'est terminé par lassitude et manque d'intérêt. J'ai continué à publier différentes petites publications, auto-édition, jusqu'à temps d'être découvert par notre ami Marc Tessier. Marc Tessier, ben oui. Ben, en fait, il me connaissait, mais il s'intéressait plus ou moins
il trouvait ça correct. Là, mais ça le branchait plus ou moins, le général du déchet, toute cette production-là. OK. Mais quand il a vu mes premières planches de l'Iroquois puis de Don Petawawa, là, il y a eu un coup de cœur pour mon travail. Effectivement, c'était quand même différent parce que j'avais changé un peu d'orientation picturale. Là. J'avais lâché un petit peu la bande dessinée humoristique Ouais. pour aller dans un créneau un peu plus poético-esthétique là, avec le. Et parce qu'en fait, j'ai publié Voyage en zone d'exploitation, Mm-hmm. qui était édité par avant le retour des Iroquois et Petawawa, il y a eu Voyage en zone d'exploitation, qui était édité par les 400 coups, 400 coups. par le biais de Yves Millet d'ailleurs. Et là, ben, ça, c'est une espèce d'album expérimental où je m'étais donné une contrainte, 12 cases par page, toutes les mêmes grosseurs de cases. Puis c'est une voiture, en fait, c'est un bilan de mes 20 ans et plus d'aller courroyer dans le fin fond des bois à pêche. Mm-hmm. Fait que c'est une voiture qui circule dans les chemins forestiers avec un canot sur le toit, puis c'est une boucle. Alors, dans chaque case, il fallait qu'il y ait une partie de la voiture. Et il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de texte. Il y a juste une voiture qui se promène dans le bois. Là. Fait que là, pour que ça soit pas trop redondant, j'ai commencé à explorer différentes méthodes graphiques pour, donc, des fois, à la plume, au lavis, au crayon, au stylo. Puis en bout de ligne, ben, c'est le stylo que j'ai eu un coup de cœur pour faire des dessins au stylo. Stylo BI, là, aussi niaiseux que ça, là. Ça, c'est avec ça que je fais l'Iroquois 13 de mocassin. C'est un stylo BI, là. 10 pour 1,49 c'est de l'or à moi. Direct, là c'est, regarde, il n'y a pas de, c'est pas sorcier, là, c'est pas des grosses techniques, là, j'ai pas de tablette graphique, rien, là. Un bout de papier, un stylo, puis le retour des Iroquois est né. Ah, mais c'est incroyable, ça. C'est ça, je le mentionnais tantôt, tu sais, moi, j'ai une de ces craintes-là que, bon, évidemment, il y a quand même des personnes qui maintiennent l'histoire de la bande dessinée québécoise en vie, puis qui continuent à fouiller dans les archives et tout, mais pour moi, dès qu'on a l'occasion d'en parler avec des personnes qui y étaient, il faut le souligner, tu sais, comme les publications que vous faisiez auparavant, Rock'n'Rollant et tout, j'imagine que ça n'existe plus, ça. Il y a encore quelques copies. Mais ça a été sorti en 89, là, c'est sûr que ça fait un bail. Ben, c'est ça. Le général du déchet, c'est dans les années 90. On a arrêté ça en 95, dans ce coin-là. Alors, juste par curiosité, là, puis là, c'est vraiment, je me rends vulnérable en disant que c'est ma curiosité ici, là. C'était à propos de quoi? le contenu thématique. Ouais, ça parlait de quoi, ces livres-là? Parce que ben, c'était, en fait, le Rock et Roland, c'est. Bon, mon cousin faisait une émission à la radio de l'Université Laval. OK. Où il mettait du rock'n'roll. Rock'n'roll, rock et Roland. Là. Fait que là, après ça, entre les plages musicales, au lieu de dire, bon, vous venez d'entendre telle pièce musicale, etc., il racontait une histoire. Il était avec un autre gars. Puis il racontait une histoire, les histoires de Rock et Roland. Alors, moi, j'avais trouvé ça intéressant. J'ai dit, hey, j'appelle Denis. Hey, Denis, c'est pas pire, on pourrait faire une bande dessinée avec ça. Fait il a dit, ben, on pourrait essayer. Fait que là, l'autre gars a quitté, disons, l'entreprise, mettons. Mm-hmm. Et là, lui, il s'est mis au scénario. C'était pas les mêmes histoires qu'il racontait à la radio, mais c'était de tout et rien. C'est des histoires un peu rocambolesques. Là. Ça fait que ça peut être des trucs dans l'espace-temps, comme les voyages dans le sud. D'ailleurs, c'est lors d'un épisode, c'était un voyage dans le sud, c'était au pays du No Man's Land, le pays du général Tidéchet, qui s'en vont en voyage là, puis bon, on apprend la connaissance du personnage en question, puis suite à ça, ben, comme je disais tantôt, on a poursuivi avec le personnage du général Tidéchet. Ah. Donc, c'est très varié, c'est n'importe quoi. Oui, mais c'est fascinant. C'est le genre de projet que je verrais réapparaître actuellement. Je trouve qu'il y a quelque chose de très moderne dans ce que vous avez fait à l'époque. C'est prendre une émission de radio, puis d'emballer le contenu musical avec des aventures. Je trouve ça génial. Je suis vraiment content que vous ayez partagé ça parce que moi, ça m'enthousiasme.
à un point tel que je lancerais le défi à quelqu'un dans la salle actuellement de repartir ça. On a des très bonnes radios étudiantes ici à Montréal qui pourraient prendre le flambeau et faire rock and Roland. Ben, il y a eu un épisode de Rock et Roland aussi parce qu'à un moment donné, Roland il décide de changer de sexe. Puis, ça s'appelle Rock et Roland. Ben, vous voyez comment on s'intonise, là. On est exactement sur la même fréquence. Puis, et là, ben c'est ça, bon, il faut quand même beaucoup parler du retour de l'Iroquois aujourd'hui, qui est votre dernier album. Non, c'est Traces de Mocassin. C'est Traces de Mocassin, pardon. J'ai mentionné ça tantôt. Comment est-ce que cette transition-là s'est faite? Ben, c'est ça, il y a Voyage en zone d'exploitation, que de par le contenu expérimental, je vois totalement comment est-ce que ça peut plaire à Marc. Mais là, ensuite, c'est quoi? Est-ce que ça provient de l'idée de commencer à faire de la bande dessinée sur l'art autochtone puis l'histoire autochtone? Ça vient d'où? Ah, ben, ça vient de mes intérêts personnels pour la chose. OK. Tantôt, on parlait de Sainte-Foy, tout ça. En fait, j'ai toujours eu l'impression, toutes les fois que je m'aventurais un peu dans un boisé ou dans une zone un peu moins développée, urbaine, j'avais toujours l'impression de me retrouver en pays indien. Alors, j'ai toujours eu l'impression que le territoire québécois, c'était un pays indien. En fait, c'était ça avant l'arrivée des Blancs. Et donc, j'avais un intérêt, une sensibilité particulière de ce côté-là. Et il y a aussi le fait de lire sur le sujet. Donc, je lisais sur les textes sur les Autochtones, sur la culture autochtone, sur les découvreurs, la Nouvelle-France, Champlain, les relations des Jésuites. C'est pas du monde, pas tout le monde qui s'intéresse à lire les relations des Jésuites. Là. Mais moi, c'était du bonbon pour moi. Là. Si on évacue tout l'aspect missionnariat et religieux, dans ça, il y a des perles, des histoires là, qui sont racontées que moi, ça bouillonnait dans ma tête. Alors, ça a pris du temps. J'ai lu ça, je lisais ça juste en dilettante, là, juste par intérêt. Mais à un moment donné, c'était trop. Je n'ai pas pu résister à faire des bandes dessinées là-dessus. Là. C'était trop de la passion, là. Il y avait trop de passion à l'intérieur. C'était trop. C'était vraiment intéressant. C'est des scénarios incroyables. J'en inventerais pas des meilleurs. Fait que, puis c'est un sujet qui m'intéresse. Fait que ça mijotait longtemps. Là. Ça a pris du temps là, avant que ça sorte. D'ailleurs, le retour de l'Iroquois, c'était une idée qui datait. Le premier dessin que j'ai fait en 2007. Wow. Mais déjà, c'était l'idée de cette histoire-là était dans mes cartons, mais tu sais, je n'aboutissais pas. Je n'ai pas décidé de. Donc, ça a pris du temps à démarrer. Mm-hmm. Le retour de l'Iroquois, c'est 4 lignes dans les relations des Jésuites qui m'a allumé. Mais avant ça, j'avais quelque chose qui m'a allumé avant ça, c'était dans le Champlain. C'était une histoire, une anecdote qui s'est arrivée, que j'ai illustrée dans Traces de Mocassin, qui est Outétoukos, qui une partie de chasse qui a mal tourné à l'île aux Hérons, puis le monde sont noyés en canot. Ouais. Puis moi, ben, je fais beaucoup de canots d'eau vive, de canot camping, etc. Alors, du canot de rivière sportive, tout ça. Du canot à la pêche aussi. Donc, tu sais, je passe une partie de mon été, là, je suis sur l'eau tout le temps. Alors, il y a quelque chose qui a fait écho dans moi dans cette histoire-là, parce qu'il y a Outétoukos qui veut sauter les rapides de la Chine. Puis les autres, Savignon qui est avec lui, puis un Français, Savignon, il ne veut pas. C'est sûr, ils sont en costume de bain et au début de l'été, les rapides sont gigantesques en canot d'écorce, sont pleins de chargés de hérons à rebord. Puis Outétoukos, il veut sauter les rapides de la Chine. Puis il dit oui, ça passe, je l'ai déjà fait. Sauf que moi, cette phrase-là, ça passe, je l'ai déjà fait. Là, j'entends souvent quand on va faire des rapides. On arrête pour reconnaître le rapide. Puis là, il y en a toujours un qui dit ah oui, ça passe, je l'ai déjà fait. Ouais, ben ça passe, c'est sûr que ça passe. Ça passe tout le temps en canot. Il s'agit de savoir si ça passe en endroit ou en envers. Alors, toute la différence est là, évidemment. Alors, ça m'a interpellé beaucoup. Fait que c'est la première histoire, en fait, que j'ai faite. Ah. C'est du cause. Une petite histoire qui a été publiée. Marc l'avait trouvée bonne, puis il l'avait publiée dans Trip. Ah, oh, ouais. Du cause, ça a été fait même avant le retour des Iroquois.
Et là, le retour de l'Iroquois, lui, ça, c'est 4 lignes dans les relations des Jésuites, parce que le retour de l'Iroquois, ça raconte l'histoire d'un Iroquois qui s'est fait capturer par les Algonquins, puis les Français ont réussi à le faire libérer et de le renvoyer en Iroquoisie pour proposer une paix, parce que c'était en 1916, c'est pas en 1900, 1640, dans les années 1645. Puis la Nouvelle-France était assiégée en permanence par les Iroquois. Tu ne pouvais pas aller, c'est écrit dans les relations des Jésuites, tu ne peux pas aller cueillir une laitue dans ton jardin sans te faire arracher la tête. Là. Alors, c'était vraiment, ça allait pas bien. Là. Fait qu'ils ont décidé d'envoyer l'Iroquois, sauf qu'il avait tellement peur, il ne voulait pas l'accompagner. Il l'a envoyé tout seul. Il a donné un canot, les vivres, tu le quittes. Mais ça ne se faisait pas à l'époque. Fait que là, quand l'Iroquois revient, puis quand les ambassadeurs disent aux Français, là, ils sont à Montréal, puis là, ben, ils plantent 2 poteaux avec une corde, puis là, ben, ils mettent des colliers de wampum, c'est des colliers de porcelaine, il y a un message relié à chaque collier. Donc, un message en disant merci d'avoir libéré Toc, mais vous n'avez pas d'esprit, là, ça ne se fait pas d'envoyer un gars tout seul de même, là, c'est 500 km là, tout seul en canot. Remonter le Richelieu, remonter le fleuve, traverser le lac Champlain, traverser le lac Georges, partir à pied, traverser l'Hudson à nage. Regarde, on n'envoie pas ça à un gars tout seul de même. Là. S'il se tue, s'il se noie, on en reviendra, vous n'entendrez jamais parler de paix, puis vous allez nous accuser d'une faute que vous avez commise. Fait que là, ben, en plus, là, le grand ambassadeur, là, il fait une danse, puis il mime le voyage de l'Iroquois. Fait que là, il recule, plus qu'il avance, il s'empêche sur une pierre, il fait un portage, il se décourage, tout ça. Ça fait que là, ces quelques phrases-là m'ont vraiment inspiré. Ça a fait le déclic que j'ai décidé, je vais faire son voyage. Parce que l'Iroquois, sa capture est très bien documentée, sa détention est très bien documentée, sa libération est très bien documentée, et son retour avec les ambassadeurs iroquois, c'est très bien documenté. Tout est dans le retour tout est dans la relation des Jésuites. Donc, son voyage, il était tout seul, le gars. Il n'a pas écrit de journal, là, il n'a pas publié de livre. Là. Fait que là, moi, j'ai reconstitué sa route, j'ai reconstitué son voyage, avec beaucoup d'éléments personnels aussi là-dedans. Là. Tu sais, j'intègre des éléments personnels que je mets dans l'histoire. Alors, il y a des trucs que j'ai vécu là-dedans, que c'est pas l'Iroquois qui l'a vécu, c'est moi, là, mais je le fais vivre par l'Iroquois. C'est de toute beauté, ça. Alors, c'est ça qui m'a... Après ça, ben, dans ma tête... Tantôt, on parlait de ma durée. Dans ma tête, je disais, bon, ben celui-là, si c'est encore un flop, ça va être mon dernier livre. Ah ouais. Puis j'ai tout mis ce que j'avais là-dedans. Là. OK? Puis là, ben, finalement, à ma grande surprise, parce que moi, quand je le faisais, je trouvais ça plate, là, le livre. Là. Puis Marc, il dit, non, c'est pas plate. Là. Moi, je dis, il se passe rien là-dedans, c'est de la mort. Fait que j'étais découragé plus souvent qu'autrement. Mais finalement, là, Marc a regardé mes premières planches, puis il dit, c'est super, parce que là, j'avais commencé les Iroquois, mais entre deux, j'avais fait une expédition de canot camping sur la rivière Petawawa. Et j'ai fait le Down on the Petawawa. Donc, j'avais commencé les Iroquois, je l'ai arrêté, j'ai fait Down on the Petawawa et j'ai terminé les Iroquois après. Fait que c'est pour ça que les Iroquois, ça a pris un espace de presque 10 ans avant que du début avant qu'il soit imprimé. Mais vous étiez déjà rendu avec une forme de succès d'estime, parce que moi, je me rappelle, Éric Bouchard parlait, je me rappelle d'une année presque complète où Éric Bouchard parlait uniquement de Down on the Petawawa. C'est un livre qui l'a fracassé. Lui, il a adoré ça. Oui, ben lui, il a eu un petit vécu parce qu'il a fait la préface il a fait un texte dans l'Iroquois qui parle un peu d'une de ses expériences de canot camping. Puis bon, dans le Petawawa, ça l'a allumé un peu. Oh, oui, puis... mais lui, il a commencé à s'intéresser à moi avec Voyage en zone d'exploitation. Oui, mais c'est ça, c'est via lui, puis la prochaine fois que je le croise à Balmol, je vais le remercier, mais c'est via lui que l'intérêt, en fait, il parlait beaucoup, beaucoup de vous, puis comment est-ce que vous étiez quelqu'un à découvrir et à essayer. Puis j'ai comme un peu l'impression que ça se fait, là. Vous commencez à être un nom qui est de plus en plus reconnu. Oui, ben, c'est ça, mais
c'était à peu près mon seul fan que j'avais à l'époque. mais comme là, suite à le retour de Rockwell, ben, ça a été un succès finalement. Oui, ben oui. J'ai été nominé dans plein de prix que j'en ai gagné aucun, là, mais en tout cas, là, au moins, ça a été remarqué. Puis finalement, on n'avait pas de distributeur avec Marc, là, c'était triple. Là, donc, Marc, il partait avec sa boîte en dessous du bras, puis il allait porter ça à la librairie Planète BD, puis à la librairie Z, puis ça à peu près tout. Puis moi, ben, il m'en envoyait une caisse à Québec, puis j'allais porter ça chez Pantoute, puis à la librairie Anénorac aussi, une librairie du Village-Huron. Ben oui, ben oui. Une fois, ben, je me promenais en vélo sur la piste cyclable le long de la Saint-Charles, puis par le quartier Brébeuf, là où ce que quartier hiverné la première année en 1635. Là. Puis il y avait un pas où j'entendais le tam-tam indien, je m'en vais sur le parc, le grand pipi, puis là, ben, il y a des gazebos, puis là, ben, à un moment donné, il y a des livres en dessous, puis là, c'est des livres de la librairie Anénorac, ça traduit des Indiens. Ça fait que là, je reprends mon vélo, je retourne chez nous, je reste à 5 minutes, je vais chercher 2 copies. Puis là, j'étais en train de penser à mon argumentaire pour essayer de placer le livre à la librairie. Puis là, je sors le livre, puis hein, il y aura quoi? J'en voulais, j'ai contacté ton éditeur, il m'a pas répondu. Fait que t'en as juste 2, j'en veux plus. Hein? Fait que là, finalement, ça. Retourne en vélo, reviens. Non, j'en ai eu 2 parce que. Fait que c'était un job de bras qu'on faisait, là. Oh, ouais. Finalement, ça a été épuisé au point qu'on a fait une réédition pour un livre qui est pas distribué nulle part. Oui, c'est un gros coup, ça, c'est vrai. C'est quand même intéressant. C'est pas des gros tirages, là, mais quand même, ça peut prendre, vendre 500 livres en auto-édition, là, ça peut prendre plusieurs années. Oh, ouais. Fait que là, on a fait une réédition, puis là, il est épuisé comme ça, puis non, ça, ben là, ça a changé de main, là. C'est moi le graphique qui a pris le relais, mais c'est encore Marc qui est en arrière de ça aussi, parce que Marc fait partie de l'équipe de moi le graphique. Mais vous en êtes à votre 3e réédition, c'est ça que vous mentionniez tantôt? Oui, celle-là, c'est la 3e réédition. Ah, c'est quand même. D'ailleurs, oui, c'est ça, c'est ça. C'est surprenant. Je vais prendre une question du public parce qu'elle fonctionne très bien avec le sujet sur lequel on est en train de discuter. Ouais. Il y a quelqu'un qui pose la question, je vais la citer directement. L'art autochtone, que ce soit la littérature ou autre, ne fait pas ou peu partie de la vie culturelle québécoise qui a droit à un traitement médiatique décent. Pensez-vous qu'une ouverture est possible, que les gens sont davantage intéressés à en apprendre plus? Ben, c'est un peu pour ça que je fais mes bandes dessinées. Moi, le sujet m'intéresse. Donc, j'ai décidé, en plus, ben, c'est que, étant donné que le sujet m'intéresse, quand je suis avec des amis ou en canot camping, je leur dis, je fais une rivière quelconque, je leur dis, ben là, cette rivière-là, c'est tel pays de telle nation indienne, puis là, tout le monde dit, hein, c'est quoi cette affaire-là? Hein? Puis là, ben là, je leur raconte des affaires, je leur raconte d'une nation ou d'un autre, ou qu'est-ce qui s'est passé, ils ne savent rien de rien. Là. Fait que c'est une des motivations. Je dis, ben là, en fait, moi, je suis un blanc, là, je ne suis pas un autochtone. Je prends des textes historiques que j'adapte en bande dessinée. Mais c'est pour tout le monde, mais c'est aussi pour mes compatriotes qui connaissent pas grand-chose sur le sujet. Mm-hmm. Et s'ils lisent ça, ben, ça peut les motiver à aller plus loin dans la recherche ou les informations là-dessus. Là. Oh ouais. Alors, c'est sûr que les Autochtones, aujourd'hui, ben là, ils prennent leur place. Ils sont capables de faire des livres. Il y a même un salon du livre autochtone à Québec. Il y a une librairie de livres autochtones qui publie des auteurs autochtones. Alors, ils prennent leur place. C'est une bonne affaire. Mais c'est sûr que dans le grand public québécois, les histoires sur les Autochtones, puis les nations, puis leur disons, milieu géographique, tout ça, il y a encore de l'ouvrage à faire. Oui, puis c'est ce que j'aime beaucoup de votre travail, c'est que c'est des histoires qui sont, à mon avis, ou du moins moi quand je les lis, sont très encourageantes à vouloir continuer. C'est pas une relique ou c'est pas quelque chose qui est scellé dans le temps. Vous prenez des histoires qui sont vraiment captivantes, puis ça fait en sorte que tu veux lire la prochaine, puis ça insuffle un enthousiasme pour ces histoires-là. Oui, ben moi, en fait, j'essaie de transmettre l'enthousiasme
que j'ai eues en les lisant. Parce que c'est vraiment incroyable. Et en plus, ben, ça s'est passé dans notre cours, là, ça s'est passé chez le voisin, là, ça s'est passé en place de Montréal, ça s'est passé à Québec, là, c'est passé où ce que les autoroutes circulent. Là. Fait que je trouve ça fascinant aussi, le changement là, de contexte, disons, écologique et environnemental par rapport à l'époque et aujourd'hui. C'est une histoire qui se passe sur le lac Champlain, une histoire de bataille en canot, puis de toutes sortes de trucs. Ouais. C'est passé en face de chez nous, là. C'est ça? Ça aussi que je trouve fascinant, c'est que ça s'est passé. Parce que si j'étais un Chinois, je ferais peut-être de la bande dessinée sur l'histoire en Chine, mais je ne suis pas un Chinois, je suis un Québécois. Et, nous autres, on fait juste 400 ans qu'on est là. Puis les Autochtones n'ont pas écrit de livre, alors on peut juste se référer à ce que les Blancs qu'ils ont côtoyés ont Ouais. écrit. Alors, donc, on peut me critiquer. Bon, je suis un non-autochtone qui raconte la culture des Autochtones. Je vends des livres, je reçois des subventions, mais ça profite à qui? Ben, ça profite à tout le monde, en fait. Là. Ça peut profiter à moi, ça profite à la personne qui le lit, puis ça profite aussi à quelque part aux Autochtones que le commun des mortels en apprend plus sur leur culture. Oui, absolument. Absolument. C'est juste d'ouvrir la perspective puis d'être exposé à ces réalités puis ces histoires-là qui sont hyper riches. Mais est-ce que, parce que comme vous dites, c'est beaucoup basé sur des textes qui ont été écrits par de Champlain, que vous citez beaucoup et tout. Est-ce que le plus que votre projet avance, vous vous retrouvez à avoir des conversations avec des personnes de certaines tribus ou certains peuples? J'essaye. Ah Mais c'est pas facile. J'ai pas de. Parce que bon, il y a toujours l'aspect de l'appropriation culturelle qui est dans le décor un peu. C'est sûr que moi, je prends des textes écrits il y a 400 ans que j'adapte en bande dessinée aujourd'hui. Je vais pas chercher, j'emprunte pas, disons, quelque chose qui existe déjà pour le faire à mon propre compte. J'essaie de faire de la création à partir d'anciens textes. Puis j'essaie d'avoir des interlocuteurs autochtones, puis c'est pas évident. Parce que je travaillais sur un autre projet que j'ai mis sur pause actuellement. Puis finalement, j'ai essayé de contacter des Autochtones. D'ailleurs, ben, j'en ai contacté un. Puis ben, la réponse qu'il m'a donnée, c'est ce que je disais tantôt. Ah, ben là, parce que moi, dans ma tête, c'est pas vraiment de l'appropriation culturelle que je fais, c'est de la promotion culturelle. Fait Ouais. que là, l'Autochtone en question, il dit ouais, tu dis que tu fais de la promotion culturelle, mais ça profite à qui? Tu as des subventions, tu vends des livres, tu as des sources de revenus. Ben là, la réponse, je l'ai dit tantôt. Là. Ça profite Ouais. aux lecteurs, ça profite à tout le monde parce que disons que lui, il fait plus d'argent que moi en tant que conservateur d'art indien dans un musée à Montréal, là, OK? Que moi, avec mes BD, là, à 10 faut que tu en vendes des livres. Ouais. Puis pour les demandes de subvention, ben, en général, c'est plus refusé qu'accepté. Ouais. Ben oui, ça aussi, ça fait partie de la réalité de Finalement, la je chose. travaille à mes frais. Là. Oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup. Tu sais, les gens travaillent beaucoup. La bande dessinée est aussi pensée à travers l'oralité. Tu sais, la coopération qui existe, ben là, vous vous illustrez puis vous scénarisez vous-même, mais comme il y a aussi beaucoup de travail de transformation en bande dessinée, comme le travail de transformation qu'il y a en oralité. C'est pour ça que je posais la question. Tu sais, je me demandais si vous pourriez établir une relation ou avoir des personnes qui ont entendu ces histoires-là, non pas comme fixées dans le temps, mais qui se sont transformées ou qui se sont adaptées avec la tradition orale pour voir qu'est-ce qui en est devenu et tout. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement riche qui pourrait en ressortir. Oui, ben moi, je suis très ouvert à la collaboration. Il faudrait que je fasse le tour des communautés autochtones. Puis, sauf que j'ai un projet qui est avancé, mais j'ai la même opinion que j'avais sur ce projet-là que j'avais pour le retour de Rockway. C'est plate à mort. Alors, mais ce que là, celui-là, je vois très large. C'est une espèce de. Ça se passe en 1592.
OK. 1492, la découverte, 1592. OK, c'est dans le tout début. Donc, puis c'est plusieurs groupes autochtones qui convergent vers un lieu que j'ai situé à Trois-Rivières pour une foire annuelle. En fait. Donc, c'est tout. J'ai décrit très, très précisément toutes les routes en canot, puis les portages, puis les changements de. Sauf qu'il faut aller plus loin que ça un peu. Mais sauf que la personne que j'ai contactée, que je parlais tantôt, il me dit ouais, parce que les Autochtones, ils n'aiment pas tellement ça. Ils doivent arriver avec un projet fini, tu sais, puis dire OK, c'est correct, tu sais, ils veulent faire partie prenante de. Ouais. Fait que, donc, moi, j'ai commencé à avoir une idée, puis j'ai commencé à travailler là-dessus. J'ai 120 pages d'écrit, le découpage est fait, mais regarde, je l'ai mis sur une tablette, puis je me suis un peu découragé dû à un manque de financement au niveau des bourses, puis aussi, je commence à avoir un manque d'inspiration parce que ça devient redondant. Bon, tel groupe, il descend telle rivière ou il remonte telle rivière, il fait un portage tel bassin versant, fait que l'autre groupe fait la même affaire ailleurs. Fait que j'intègre des anecdotes, tout ça à travers pour qu'il y ait un peu de piquant. Mais en bout de ligne, il manque quelque chose. Donc, les briques sont là, mais il manque le ciment. C'est peut-être positif d'abord de juste mettre de côté, laisser ça mariner. Oui, macérer, puis une idée comme ça. Est-ce que pendant ce temps-là, vous avez un autre projet? Est-ce que vous travaillez sur autre chose? Ou... il y a un autre projet en cours de route. Je ne sais pas si je devrais en parler. Mais là, il n'y aura pas d'appropriation culturelle. C'est au niveau des filles du roi. Ah, OK. Parce que les filles du roi, c'est eux autres qui m'ont contacté. Moi, je connaissais une fille avec qui je faisais du canot qui est dans les filles du roi. Puis les autres, les filles du roi, la Société des filles du roi veulent. Ça va être le 400e ou 350e anniversaire de leur arrivée en 1663. En 2003, c'est leur 400e anniversaire. Fait qu'ils veulent fêter ça. Puis là, pour aller chercher un plus large public, ils veulent faire un album de bande dessinée là-dessus. Fait que là, je ferai pas le scénario. Là. Je suis en collaboration avec quelqu'un d'autre que là, il était pris pour un autre job. Là. Ça fait qu'il n'y a pas encore d'idée. Parce que moi, ça me prend du temps de faire un album. Là. J'aimerais ça avoir ça le plus tôt possible. Oh, ouais. Mais ce projet-là, disons que c'est pour ça que j'ai mis sur pause l'autre album que je suis en train de travailler pour avoir la disponibilité là-dessus. Oh, ouais. OK. Actuellement, là, c'est un client qui fait des trucs historiques. Là. Je suis en train de travailler sur la bataille de 1759, la conquête, là, la bataille de Montmorency avec les Anglais. Là. OK. Fait que c'est juste un dessin. Là, ça fait un peu la bande dessinée. Là. Fait que, là-dessus, pour l'instant, je suis là-dessus. Puis, c'est ça. Mais tout ça, c'est sous réserve. Je ne sais pas si tout ça va se réaliser. Là. Parce que ça prend un scénario, puis c'est pas moi qui va faire le scénario. Encore, on a une pièce remplie de personnes que je suis convaincu qui veulent démystifier. C'est un projet winner quand même. J'espère qu'il y a un jury d'une bourse à quelque part qui va trouver la pertinence de ce projet-là. On a-tu entendu parler des filles du roi quelque part en bande dessinée? Je ne devrais pas dire non, mais on va me faire voler l'idée. Puis en plus, les éditions Septentrion sont déjà intéressées à publier parce qu'ils ont déjà publié 2 livres sur toutes les biographies des filles du roi. Parce que les filles du roi et les autres, ils donnent des conférences. Chaque femme qui est membre de la Société des filles du roi personnifie une des filles du roi. Ça fait qu'ils connaissent la biographie, ils connaissent le nom, la biographie, ils connaissent où est-ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont vécu, le mari, puis tout le kit, qu'est-ce qui est arrivé. Fait qu'ils connaissent. Fait que là, Septentrion a publié deux briques là, de toutes les biographies, mais on ne fera pas un album de bande dessinée de biographie, là. On va faire un album de ce qui se passe de quoi. C'est une bande dessinée. Là, fait que, on va mettre du piquant là-dedans. Fait que là, j'attends les nouvelles du scénariste. Parce que moi, je ne ferai pas le scénario. Si je fais le scénario, les fêtes d'anniversaire des filles du roi vont être passées depuis longtemps quand je vais avoir fini. Parce que le scénario, j'ai plus de misère avec ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris des textes écrits. Le scénario est fait. Fait que je l'adapte. Sauf que comme mon autre projet que j'ai mis sur pause,
Ça, c'est à partir de beaucoup d'informations, là, la tête veut m'exploser, là, toutes les informations que j'ai été chercher, mais c'est pas c'est pas une histoire c'est une histoire que j'ai écrite. Ouais, c'est ça, ça sort Ben, de. comme les Rockwell. Les Rockwell, c'est une histoire que j'ai écrite à partir d'événements historiques qui ont existé. Mais son voyage en tant que tel, ça a été écrit nulle part. Ah. Et est-ce que, à votre connaissance, est-ce que c'est. Parce que là, c'est le pédagogue en moi là, qui sort, là, est-ce que vos bandes dessinées sont enseignées? Il devrait. Ah. Le seul place que j'ai vu que c'était dans les écoles, c'est justement Marc Bouchard, pas Marc Bouchard. Éric Bouchard. Éric Bouchard, qui est enseignant, je pense. Oui, au cégep du Vieux, juste à côté ici, oui. Il l'a peut-être présenté dans sa classe, là. Mais c'est pas encore dans les écoles. Moi, j'aimerais ça. Ben oui. Ça ferait des ventes de plus. Oui, puis en même temps, ça. Tu sais, comme vous disiez tantôt, ça rajoute des dimensions. Il y a de la complexité par rapport à la fois de la géographie, mais aussi par rapport à chacun de ces peuples-là, que je trouve qui est très importante. Tu sais, je me rends compte moi-même comment est-ce que toute mon éducation autour des Premières Nations a été faite de façon très bidimensionnelle. Tu sais, c'était très comme nomade, sédentaire, maison longue, c'est tout. Puis on s'en va, puis c'est juste, mais non, il faut qu'il y ait plus. Il torturait les missionnaires aussi, c'est surtout ça qu'on a entendu parler. Oui, c'est ça. Il y avait toujours une façon de démoniser, utiliser des termes extrêmement violents, puis tout. Mais là, en lisant ces livres-là, c'est là où tu es happé par la beauté. Puis Champlain, on le sait, c'était pas le truc le plus objectif qu'il écrivait, mais quand même, il trouvait des beautés immenses. C'est un des premiers qui a écrit là-dessus. Oui, puis il a écrit beaucoup. Oui, c'est ça. Ça fait qu'il y a des bonnes descriptions. Champlain, je ne pense pas qu'il aimait beaucoup les Amérindiens, mais donc les Amérindiens étaient indispensables. Oui, c'est ça. Si les Européens ont pu s'installer ici, puis découvrir le pays, ils ne sont pas partis tout seuls. Il y avait toujours des guides indiens avec eux autres. Là. Oui. Puis il y avait beaucoup d'Autochtones qui bloquaient les passages là, parce que les autres, il y avait des intérêts économiques. Fait qu'ils bloquaient les passages, comme remonter au Saguenay, là, ça a pris du temps. Là. Le monde était du sac, là, ils bloquaient le Saguenay là, parce qu'ils voulaient les produits européens qu'ils obtenaient, ben, les autres, ils les échangeaient contre les peuples de l'intérieur là, qui montaient jusqu'à Beijing. Là. Alors, ils bloquaient l'accès aux Européens pour garder la mainmise. Ils bloquaient même l'accès à d'autres compatriotes pour garder la mainmise. Même chose pour l'Outaouais. Champlain s'est fait envirer de bord plusieurs fois là, avant qu'il réussisse à aller au lac Huron. Là. Il y avait du blocage parce que il y avait du taxage. J'explique tout ça dans le livre que j'ai mis sur pause, là, que je trouve plate. Là. Tout ça est super bien expliqué là. Parce que c'est vraiment intéressant. C'est pas juste on a l'impression quand on lit l'histoire du Canada avec les Indiens que c'était tous des idiots. Non, c'est pas tout là. Mais je pense que c'est le point de vue toujours des Européens qui se mettent de l'avant. Ouais, c'est ça. Puis avec les épidémies, ça a fauché 90% de la population autochtone de l'Amérique du Nord jusqu'au Sud. Fait que, avec la COVID, si 90% de la population québécoise disparaît le même matin, ça ne fera pas d'enfants forts. C'est ça qui est arrivé aux Autochtones. Fait que c'est pas venu du jour au lendemain, mais ça a pris un certain temps, mais les épidémies ont commencé dans la vallée du Saint-Laurent, puis sur le bord de l'Atlantique dès 1610. Aïe. Puis les Européens, le Québec est fondé en 1608. Déjà là, ça allait, puis là, ça a augmenté tout le temps, puis il n'y avait pas de vaccin, rien. Là, ils ont mangé à claque. C'est une des raisons pourquoi ils ont perdu leur avantage à un moment donné. Là. Ouais. Parce que ça disparaissait à vue d'œil. Il reste très peu de temps, mais je voulais quand même souligner le fait que, bon, on l'a bien senti, on a eu
il y a quelques semaines maintenant le départ d'un très important anthropologue au Québec. Serge Bouchard. Exactement. Puis, c'est une grande, grande, grande perte pour notre rapport à l'histoire, pour notre rapport à la sagesse, à la connaissance et tout. Tout à fait. Je vois que vous le citez ou vous l'utilisez souvent dans vos œuvres. Pas vraiment, malgré que j'en ai lu, mais Serge Bouchard, je l'ai contacté, je lui ai donné un album de Retour des Rockois lorsqu'il a fait une conférence à Librairie Pantoute, ici à côté. OK. Puis je voulais qu'il fasse la préface de Traces de mocassin, qui était complètement dans la ligne de tous ses livres sur les méconnus d'histoire. Ben oui. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Ça aurait été vraiment intéressant. Ah, ouais. Il n'a même pas répondu à notre demande. On a fallu passer par son agent. Puis Marc a contacté, puis Marc m'a répondu. Il dit, regarde, même si on donnait 2000$ à Serge Bouchard, il ne voudrait même pas faire de dédicace, de préface. Là. De préface, OK. Donc, finalement, c'est Jean-Dominique Leduc qui l'a fait, qui n'est pas n'importe qui non plus. Mais moi, je veux surtout avoir des préfaces d'historiens, comme Denis Delage l'a fait pour un peu valider ce que j'amène en bande dessinée quand c'est un historien. Là, c'est Jean-Dominique Leduc, lui, est un professionnel de la bande dessinée qui l'a fait. Donc ça fait un job pareil. Ah oui? Mais c'est Serge Bouchard qu'on voulait avoir. Ah oui? Mais là, j'aurais plus l'occasion de lui demander de préface, malheureusement. Non, c'est une occasion manquée. Mais encore, je fais juste souhaiter qu'il y ait des historiens dans la salle actuellement. On ne peut pas voir tout le monde. On se dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui a des oreilles qui nous chauffent. Laurent Turcot. Laurent. Ben lui, il m'a contacté, lui. Ah oui? Oui, pour faire, parce qu'il veut, c'est-tu lui? Je pense que c'est Laurent. Il veut faire une histoire sur les prisonniers iroquois qui ont été envoyés aux galères. Ah ouais, ça sera son... Il m'a approché là-dessus, là. Mais là, j'ai dit, là, je suis comme sur un autre projet, puis il y en a un autre qui s'en vient, puis ça m'intéresse. Oui, il faut... On va répondre à cet appel-là. Je suis sûr que Laurent est dans la salle actuellement. L'autre aspect qui m'intéresse aussi, c'est que les Amérindiens qui ont été comme kidnappés puis envoyés en Europe, comme il y en a qui ont été kidnappés par Cartier. Ouais. Puis il y en a un autre, Epenard, un type de Van Island, pas loin de New York, là, pas loin de Cape Cod, qui a été kidnappé aussi, puis qui sont allés en Europe, qui ont réussi à revenir. Puis leur stratégie pour revenir au pays était de dire aux Européens, hey, comme les fils de Nakona qui étaient kidnappés par Cartier, il dit, on a une place où il y a de l'or. Ça s'appelle le Royaume du Saguenay. Fait que, là, il dit, regarde, donne-nous un livre, là, on va te montrer où ce que c'est. Fait que là, il a fait un autre voyage. Puis là, c'est comme ça que Cartier a découvert le fleuve Saint-Laurent, parce que lui, il avait juste fait le tour de l'Anticosti. Ouais. Il ne savait même pas qu'il y avait un fleuve là, la première fois qu'il est venu. Puis c'est grâce aux Autochtones qu'il a kidnappé à Gaspé, qui disaient, hey, on sait une place où il y a de l'or. Viens, on va te montrer où ce que c'est. Puis là, il est descendu jusqu'à Québec. T'sais. Il y a un livre gratuit. Puis l'autre, Epenard, c'est la même affaire. Il dit aux Anglais, il dit, hey, il y a de l'or sur mon île. Lui, il est à Van Island, là, pas loin de Cape Cod. Ouais. Il y a de l'or sur mon île. Amène-moi, je vais te montrer où ce que c'est. Puis finalement, il croit, puis il le ramène. Puis là, lui, il décide c'est une histoire incroyable, ça aussi. Là, il dit à tout le monde, tous ses compatriotes viennent au bateau, il dit, venez demain, il leur dit dans sa langue, mais les Européens ne connaissent pas, il va plonger dans l'eau, puis vous allez me récupérer, puis il va pouvoir me sauver, cette gang-là. Là. Wow. Le lendemain, toute la gang arrive, puis là, les Anglais, ils n'avaient pas confiance, fait qu'ils l'avaient habillé de gros vêtements super lourds. Mais là, finalement, à la dernière minute, il dit OK, je vais sauter. Là, il enlève ses vêtements puis il plonge. Puis là, il réussit à se sauver des Anglais. Fait que ça, c'est des histoires incroyables. Ben ouais. On va pas résister de faire des bandes dessinées là-dessus. Absolument. Puis je l'entends les raconter, puis je les vois dans ma tête. Merci énormément. Malheureusement, le temps est terminé. Je voulais vraiment, vraiment vous remercier, M. Rémillard. C'était fantastique. Merci. J'espère, j'ai vraiment hâte j'espère que vos projets vont arriver à complétion.
Parce que Moi aussi. Est-ce qu'il y a des façons de vous rejoindre en termes de médias sociaux? Je ne suis pas très médias sociaux, je ne suis pas Facebook, rien. J'ai décidé de redonner mon âme à Zuckerberg. Mais j'ai un blog, Louis Rémière Blogspot. Parfait. Quand taper Louis Rémière sur Google, vous allez tomber dessus. Oui, puis vous allez pouvoir aller regarder ça, aller voir ces travaux. Je mets plein de dessins, des trucs. Cool. Et je veux encore remercier la boîte à diffusion pour la BD d'ici et d'ailleurs à son meilleur. Le prochain événement, c'est une discussion, un dessin de discussion avec Alex A. et Félix Laflamme à 16h, donc dans 2 minutes. Merci énormément encore. Merci au FBDM. Merci Gabriel. Merci Virginie. Merci encore, M. Rémière. Merci, c'est mon plaisir. Bonne journée. Bonjour.